Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on a une mission assez incroyable, décoder des sources médicales vraiment denses. Bonjour. Oui, des sources qui portent sur un sujet absolument fascinant, la réponse systémique du corps humain quand il fait face à une blessure sévère. Exactement. Et le but de notre plongée aujourd'hui, c'est vraiment de transformer toutes ces données biologiques ultra complexes en une histoire compréhensible. C'est ça. Comprendre comment nos cellules, notre cerveau euh, et notre système immunitaire orchestrent notre survie. Pour commencer, j'aimerais qu'on imagine une seconde une gigantesque mégapole, avec des millions d'habitants. D'accord, je vois l'image. Et soudain, bam, un séisme d'une magnitude extrême frappe le centre-ville. Les routes sont coupées, les canalisations explosent, le chaos total. Ouais, le scénario catastrophe par excellence. Voilà. Et la réaction immédiate, ce serait de se dire que la survie de cette ville, elle dépend uniquement du nombre de secouristes qu'on envoie sur place, tu vois, pour déblayer des gravats. C'est très souvent comme ça qu'on perçoit le corps humain face à un traumatisme majeur ou une grosse brûlure en fait. Oui, on imagine une structure abîmée qui essaye juste de colmater les brèches en envoyant une armée de globules blancs. Sauf que nos sources montrent que c'est une vision beaucoup trop mécanique. La vraie magie, c'est pas la force brute. C'est quoi alors? C'est la communication. Une communication ultra rapide. Ce qui maintient le corps en vie, c'est qu'une cellule à l'autre bout de l'organisme sait, à la milliseconde près, ce qui se passe sur le site de la blessure. C'est fou de se dire que tout est connecté à ce point-là. Absolument. Et pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment comprendre que c'est un réseau de communication invisible, mais vital. Alors justement, parlons de ces premiers signaux d'alerte. Les textes parlent de molécules de reconnaissance de motifs, les fameuses PRM, Oui, les PRM, et plus particulièrement une famille qu'on appelle les pentraxines. les pentraxines, d'accord. C'est un de nos systèmes de défense les plus anciens. La plus connue, c'est la protéine C-réactive, la CRP. Ah, la fameuse CRP qu'on voit dans les prises de sang. C'est ça. En temps normal, il y en a très peu, mais lors d'un choc, les cellules endommagées relâchent des messagers, genre l'interleukine 6. Et ça voyage jusqu'au foie, c'est bien ça? Tout à fait. Le foie se transforme en usine d'urgence, et là, la production de CRP est multipliée par plus de 1000. Par 1000. C'est énorme. Oui, et ces protéines vont marquer les cellules mortes pour dire aux macrophages ce qu'ils doivent nettoyer. Donc, si on reprend mon analogie de la mégapole, la CRP, c'est un peu l'alarme incendie générale. Le foie sonne l'alerte dans tous les couloirs. C'est une excellente métaphore. Mais attention, les documents soulignent aussi le rôle d'une autre molécule, la PTX3. Ouais. Et elle a un comportement très différent, si j'ai bien lu. Exactement. Elle n'est pas faite par le foie, mais directement sur place, par les tissus endommagés eux-mêmes. Donc c'est plus localisé. Voilà. Et ce qui est fou dans les données cliniques des polytraumatisés, c'est que si le taux de PTX3 reste hyper élevé 24 heures après le choc, Qu'est-ce qui se passe? les probabilités de survie chutent brutalement. Ah ouais. Donc la PTX3, ce serait plutôt comme ces détecteurs de fumée ultra sensibles, mais placés dans des pièces bien spécifiques. C'est tout à fait ça. Si ça hurle encore le lendemain, c'est que l'incendie dévore la structure. Mais du coup, ça soulève un gros problème. Ces alarmes, elles circulent dans le sang. Or, on a toujours appris que le cerveau était isolé du sang par la barrière hémato-encéphasique. En théorie, oui, c'est ce qui le protège. Mais les sources disent que cette barrière devient poreuse. Du coup, si la salle de contrôle laisse entrer la fumée toxique, est-ce qu'on risque pas d'endommager le cerveau lui-même? C'est un compromis évolutif, en fait. Le cerveau ne peut pas rester aveugle pendant une crise pareille. Il doit savoir ce qui se passe. Exactement. Les molécules inflammatoires rendent la barrière poreuse, ou elle passe par des zones où elle est naturellement absente. Le cerveau goûte l'inflammation. Il la goûte carrément. Et du coup, il réagit comment? C'est ça qui provoque la fameuse léthargie ou la fièvre dont parlent les textes? Absolument. Ce n'est pas une défaillance, c'est une reprogrammation. Le cerveau force l'immobilité pour garder toute l'énergie, le moindre petit bout d'ATP pour le système immunitaire. C'est brillant. Mais attends, il y a un truc qui cloche au niveau du timing. Ah, quoi donc? Ces molécules voyagent dans le sang. S'il y a une hémorragie massive, le sang ne circule presque plus. Comment le cerveau peut réagir instantanément face à une urgence vitale? Et c'est là qu'on passe à l'autoroute électrique du corps, le système nerveux. L'électricité, carrément. Oui, l'évolution a créé ce qu'on appelle le réflexe inflammatoire. Et le câble principal de ce système, c'est le nerf vague. Le nerf vague, d'accord. Il part d'où exactement? Il descend directement du cerveau vers presque tous nos organes. Et sur le site de la blessure, ces fibres sensorielles détectent l'inflammation en une fraction de milliseconde. Une fraction de milliseconde. C'est infiniment plus rapide que le sang. Ouais, c'est un éclair vers le tronc cérébral.
Ok, la salle de contrôle est alertée. Mais j'imagine que le cerveau ne fait pas que recevoir l'info, il répond. Évidemment, il renvoie un ordre, un influx électrique qui redescend jusqu'à un endroit très précis, la rate. La rate, mais pourquoi la rate? Parce que c'est là que la magie opère. Le signal électrique devient chimique. Ça ordonne à des lymphocytes T de libérer de l'acétylcholine. Attends, l'acétylcholine. Mais c'est pas le truc qui fait contracter nos muscles, ça? Si d'habitude. Mais ici, cette molécule va s'arrimer aux macrophages de la rate sur des récepteurs très spécifiques, les alpha-sept nicotiniques. Et ça fait quoi concrètement? Ça bloque complètement l'activation d'une protéine, le NF-κB, qui fabrique l'inflammation. En gros, ça coupe la production de cytokines. C'est une pédale de frein, en fait. Mieux que ça force carrément ces macrophages à devenir des cellules réparatrices. On appelle ça le phénotype M2. Mais c'est dingue. Le cerveau utilise un câble électrique pour reprogrammer des cellules à distance. Mais attends, il y a un paradoxe énorme là-dedans. Lequel? Dans les sources, quand on parle de survie immédiate, c'est le système nerveux sympathique qui gère. L'adrénaline, le cœur qui s'emballe, la fuite. L'accélérateur, quoi. Oui, tout à fait. Mais le nerf vague, c'est le système parasympathique. C'est censé être le frein du corps. Comment on peut appuyer sur l'accélérateur de survie et sur le frein immunitaire en même temps? C'est une question de ségrégation des tâches. Le sympathique empêche de mourir d'un arrêt cardiaque dans la minute, Ok. mais le danger qui suit juste après, c'est que l'immunité s'emballe et crée un choc septique stérile. Le nerf vague sert de frein chirurgical sur la rate pour éviter que l'inflammation détruise les organes sains. D'accord, donc c'est une gestion millimétrée pour la première minute, les premières heures, mais j'imagine que pour les jours qui suivent, un simple signal électrique ne suffit plus, non? Exactement. Le corps a besoin d'une réponse hormonale à diffusion lente et massive. Et c'est là qu'intervient l'axe HPA. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est long à dire. Oui, c'est le chef d'orchestre de la chimie du stress. Ça commence dans l'hypothalamus, qui finit par ordonner aux glandes surrénales de sécréter la fameuse hormone du stress. Le cortisol. Voilà, le cortisol. D'ailleurs, la mécanique de ce cortisol est fascinante dans les documents. C'est comme un film d'action à l'échelle cellulaire. Ah oui. Raconte comment tu vois la chose. J'imagine le récepteur du cortisol, le GR, comme un garde du corps hyper strict, tu vois, mais il est tenu en laisse dans la cellule par une protéine de choc thermique, la HSP. C'est très visuel, mais c'est exactement ça. Et quand le cortisol arrive, il détache la laisse. Le garde du corps est libre, il s'infiltre dans le noyau de l'ADN et il va littéralement neutraliser les gangs inflammatoires. Il bloque les gènes de l'inflammation à la source, ouais. C'est l'extincteur chimique par excellence. Mais alors, pourquoi les textes parlent d'un syndrome, le CRCI, je crois, où la réponse s'émousse lors d'un trauma grave? Parce que si l'extincteur marche trop bien et trop longtemps, le patient n'est plus aucune immunité. La moindre bactérie peut le tuer. Ah, l'immunosuppression totale. Voilà. Du coup, le corps sécrète d'autres protéines, comme la MIF, pour contrecarrer un peu le cortisol. C'est un sabotage volontaire pour garder un minimum de défense. C'est une lutte constante, en fait. Et le cortisol, l'adrénaline, réparer les tissus, tout ça, ça doit demander une énergie de malade. Une énergie colossale, c'est une vraie crise énergétique. Le système inonde le corps de catécholamine pour forcer le foie à larguer tout son sucre dans le sang. Donc on se retrouve avec une hyperglycémie sévère, et les sources disent qu'il y a aussi une résistance à l'insuline qui apparaît. Exactement. Et c'est là qu'on touche à un des plus grands paradoxes médicaux des soins intensifs. Bah oui, l'évolution a l'air complètement folle sur ce point. Si l'hyperglycémie c'est mauvais, pourquoi le corps bloque sa propre insuline et se sature de sucre? Historiquement, le médecine s'est posé la même question. Du coup, ils essayaient de faire baisser ce sucre avec de l'insuline synthétique. Le fameux contrôle strict de la glycémie. Et les études disent que ça a été un échec total, voire que ça tuait plus de patients. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bug du corps, c'est une stratégie brillante. Les cellules immunitaires en pleine guerre ou le cerveau n'ont pas besoin d'insuline pour absorber le sucre. Attends, vraiment? Ouais, elles utilisent des transporteurs spéciaux, les GLUT1. Par contre, les muscles, eux, ont besoin d'insuline. D'accord, je comprends. En créant une résistance à l'insuline, le corps coupe l'accès au sucre pour les muscles, qui sont moins importants dans l'immédiat. Exactement. Ça réserve tout le carburant pour le système immunitaire et le cerveau. Si on force l'insuline avec des médicaments,
on affame nos propres défenses. C'est incroyable de se dire que nos tentatives médicales venaient perturber un mécanisme de survie aussi pointu. Et d'ailleurs, en parlant d'hormones complexes, il y a le cas de l'hormone de croissance, la GH. Ah oui, très paradoxal celle-là. Les sources indiquent que si on a des niveaux très élevés de GH chez un adulte en soins intensifs, c'est très mauvais signe. Ça prédit même la mortalité. Et pourtant, Chez les enfants gravement brûlés, la GH de synthèse leur sauve littéralement la vie. L'âge change tout. le métabolisme des enfants est différent, ils ont besoin de soutenir cette réparation tissulaire. Et dans la liste des hormones surprenantes, il y a aussi la gréline. La gréline, c'est pas l'hormone qui donne faim, ça? Si, totalement. Mais nos documents montrent qu'en soins intensifs, elle communique avec le nerf vague pour protéger l'intestin. Elle protège l'intestin. Comment ça? Elle empêche les bactéries digestives de s'infiltrer dans le sang et elle réduit l'inflammation globale. C'est une vraie bouée de sauvetage. Donc on a cette lutte titanesque avec des hormones de faim, du sucre partout, de l'électricité. C'est une vraie surchauffe. Mais à l'échelle microscopique, à l'intérieur d'une seule cellule, ça donne quoi? À l'intérieur, c'est la crise. Cette surchauffe crée un stress oxydatif massif. La cellule produit des tonnes de radicaux libres, les ROS. Les fameuses espèces réactives de l'oxygène. Les sources disent que c'est une arme à double tranchant. Très tranchant, oui. Ça détruit les bactéries invasives, c'est super, mais si ça déborde, ça attaque l'ADN de la cellule hôte elle-même. Ouch! Et l'usine de production de la cellule, le réticulum endoplasmique, y réagit comment? Ah, le REE, c'est la chaîne de montage. Avec le choc, on lui demande de produire tellement de protéines de défense que les tapis roulants s'emballent. Donc j'imagine que les protéines sortent mal pliées, déformées? Exactement. Et c'est là que la réponse UPR s'active, la réponse aux protéines dépliées. C'est comme si les ouvriers de l'usine, les capteurs IR1 et PERC, tiraient la sonnette d'alarme. Ils stoppent la production pour essayer de réparer les erreurs. Ils font tout pour sauver la cellule. Mais parfois, les déchets protéiques s'accumulent jusqu'au plafond. C'est irréparable. Et dans ce cas-là, Ces mêmes ouvriers n'ont d'autre choix que de déclencher l'apoptose, le suicide cellulaire. ils font exploser l'usine de l'intérieur. C'est un sacrifice altruiste. Plutôt que de mourir de façon chaotique et de répandre des toxines partout, la cellule s'autodétruit proprement pour ne pas contaminer l'organe entier. On voit énormément ça chez les grands brûlés. C'est fascinant. Du cerveau jusqu'à la chaîne de montage d'une seule cellule, tout est lié dans une logique de préservation absolue. Tout à fait. L'organisme n'est pas passif. C'est un général d'armée hyper réactif. C'est vraiment l'idée forte à retenir pour ceux qui nous écoutent. La fièvre, la léthargie, le pic de sucre, ce ne sont pas juste des symptômes qu'il faut combattre aveuglément. Ce sont des manœuvres de guerre calculées par des millions d'années d'évolution. Exactement. Et d'ailleurs, pour conclure, nos sources soulèvent une perspective assez incroyable pour l'avenir. Ah oui, l'idée du piratage, c'est ça, hein? Ouais. Sachant qu'on peut stimuler électriquement ce nerf vague ou donner de la gréline pour éteindre l'inflammation, est-ce que tu penses que la médecine de demain va ressembler à ça? C'est très probable. Au lieu de faire des chirurgies lourdes, la réanimation des polytraumatisés pourrait passer par un piratage subtil de nos signaux d'appétit ou de notre système nerveux. On court-circuiterait les erreurs de la machine cellulaire en parlant son propre langage. C'est vertigineux, mais c'est exactement vers ça que les données semblent pointer. De quoi laisser nos esprits cogiter bien après la fin de cette exploration. Merci de m'avoir accompagné pour décortiquer toutes ces sources. Avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.